Bonsoir. Messieurs, dames, bonsoir. Monsieur le ministre plénipotentiaire, Madame l'ambassadeur plénipotentiaire de Monaco en Chine et en Australie, Monsieur le délégué, Madame la déléguée de l'attractivité, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, chers amis de la Monaco Méditerranée Foundation, nous avons le privilège de ce soir d'accueillir deux entrepreneurs italiens de grand succès, bien connus, qui opèrent dans un monde sans aucune frontière, M. Luca Garivoglia et M. Davide Serra. Je vais commencer par Luca, qui est un pur Milanais. C'est un pur Milanais parce qu'il a été élevé au Leone XIII, qui est l'école de Milan, et puis il a fait la Bocconi, que vous connaissez tous, et en plus il est interiste. Et donc il est vraiment milanais. Depuis 1994, il a pris le contrôle du groupe Campari, et qui est devenu, sous sa gestion, un acteur mondial dans les spiritueux de très haut de gamme. Il en est aussi le principal actionnaire. Il a su défendre et développer une marque qui est née en 1960, donc il y a 160 ans. C'est quelque chose d'impressionnant. Il fait un chiffre d'affaires de l'ordre de 3 milliards, dont 85% sont faits en dehors de l'Italie. C'est donc un vrai citoyen du monde. Il a un EBITDA de 750 millions, ce qui veut dire que dans les spiritueux, ça ne doit pas être très facile, il nous en parlera tout à l'heure, faire 750 millions d'EBITDA sur 3 milliards de chiffre d'affaires, chapeau et congratulations. Il distribue, il opère dans 190 pays et c'est une personne très analytique, très cultivée, un passionné d'art et surtout une personne extrêmement discrète qui n'aime pas être en public, qui n'aime pas parler aux journalistes et donc nous avons beaucoup de chance de l'accueillir avec nous ce soir. Et je le remercie d'être venu. Notre ami Davide Serra est le fondateur et le CEO d'un groupe qui s'appelle Algebris. C'est une boutique financière qu'il a créée il y a 20 ans et qui aujourd'hui a quelques 40 milliards d'actifs en gestion. 40 milliards, c'est une énorme somme créée en 20 ans, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est une personne qui est extrêmement compétitive. Il est intéressant de savoir qu'il a joué au volleyball en Ligue A1 et A2 en Italie. C'est un voileux. Il a été nommé Young Global Leader par le World Economic Forum et il est commendatore en Italie. Surtout, il opère dans 3 continents. Il a 8 bureaux. Et donc lui aussi, c'est un citoyen du monde qui connaît parfaitement, il est basé à Londres d'ailleurs, il est basé à Londres, et il aide par ses conseils les gouverneurs des grandes banques centrales, il est écouté dans le monde de la finance par les plus grands financiers qui existent. C'est un grand honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue ici à Monaco. Nous allons commencer par Luca, qui va nous parler un peu de macroéconomie, et puis on va suivre avec Davide. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, bonsoir et merci. Et je vais vous parler de l'évolution, au moins de ce que je considère l'évolution du monde,
Et j'essaierai de faire quelque chose dont on a un peu perdu l'habitude, c'est-à-dire de regarder l'évolution du scénario géopolitique plutôt sur le long terme. Nous avons aujourd'hui toujours la tentation de regarder ce qui se passe au jour le jour. Il faut par contre quelquefois prendre du recul et regarder l'évolution à long terme. Alors, je pense qu'il faut partir d'un principe. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous on vit ce qu'on appelle la Pax Americana, c'est-à-dire un monde plus ou moins, au moins pour le côté occidental, dominé par les États-Unis, qui paye pour la défense de tout l'Occident, ou qui quand même contribue une partie substantielle des frais de défense pour le monde, ce qui était le monde développé, et qui par contre bénéficie de ce que Giscard d'Estaing appelait le privilège exorbitant, c'est-à-dire avoir une monnaie comme le dollar, qui est la monnaie de réserve au monde, qui permet de s'endetter bien au-delà de la capacité fiscale et qui permet constamment de dévaluer la monnaie, et je vais vous montrer à quel niveau le dollar s'est dévalué pendant les décennies. Alors ce système a beaucoup bénéficié les États-Unis parce que, et en partie c'est leur mérite, en partie c'est une conséquence de la situation. Alors si on voit, si je peux avoir la première slide, non ça c'est la deuxième, alors voilà, ça vous donne l'évolution de la démographie aux US par rapport à l'Europe. Alors vous regardez qu'ils sont bien meilleurs que nous, et surtout si vous prenez le CAGR, donc le compound, et 1% de différence de compound sur des décennies fait des différences gigantesques. Et donc de ce point de vue, ils se portent beaucoup mieux que nous. Cela s'accompagne à un développement du GDP qui est conséquent, dans le sens que si on considère la globalisation et la croissance du monde, on voit quand même que les États-Unis restent tout à fait centrales, et même si leur partie du GDP mondial diminue dans les temps, ça reste quand même très très substantiel. Mais cela s'accompagne à une croissance simplement gigantesque de la valorisation des entreprises américaines. Donc pas seulement ils ne perdent pas leur partie de GDP, mais au contraire, ils continuent à créer des entreprises qui sont les plus valorisées au monde. Par contre, et ça c'est vraiment, alors c'est un peu forcé de prendre le franc suisse comme proxy du Deutschmark, mais on fait ça parce que le Deutschmark n'existait plus, mais vous regardez sur le très long terme à quel niveau le dollar se dévalue, et ça c'est un privilège tout à fait extraordinaire qui a vraiment bénéficié énormément les États-Unis. Et par contre, le coût pour les États-Unis de ce setup, c'est de payer pour la défense des alliés, et donc qui a bien entendu des conséquences technologiques positives, mais c'est quand même un coût qu'ils doivent supporter. Alors la question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est est-ce que ce système est équilibré? Est-ce que ça peut continuer? Est-ce que ça peut satisfaire les deux parties, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis? Et il est clair que pour la première fois après la Deuxième Guerre mondiale, nous nous trouvons dans une situation où les évaluations respectives ne coïncident pas. C'est-à-dire que les États-Unis considèrent que ce système n'est plus en équilibre et demandent quelque chose de différent, que ça nous plaît ou pas, Trump a cette idée. Et par contre, l'Europe insiste à dire que quand même c'est un système qui marche et qui est en équilibre. Alors, nous pouvons apprécier ou pas apprécier cette administration, mais nous ne pouvons pas nier le fait qu'ils ne sont pas contents avec ces setups. Et donc, il faut de quelque manière le renégocier. Il faut accepter la position qu'ils ont et simplement
essayer de trouver un nouveau terrain commun. Et en effet, on a beaucoup de possibilités de faire ça. Premièrement, alors, nous avons en Europe une situation très déséquilibrée par rapport, par exemple, aux dettes publiques sur le GDP. On passe de la Grèce à 160 jusqu'à l'Allemagne à 70. Donc, pour un système qui devrait être équilibré au sein de la même monnaie, ce sont des différences qui sont tout à fait inacceptables. Alors, une chose que nous pouvons faire, c'est finalement, compte tenu que les États-Unis ont dit qu'ils ne veulent plus payer pour la défense européenne, il y a une opportunité majeure d'investir en armement, et c'est surtout l'Allemagne qui doit le faire. L'Allemagne qui était empêchée de le faire après la Deuxième Guerre mondiale. Et cela pourrait bénéficier aussi les autres pays européens, parce que le moment où l'Allemagne fait des efforts fiscaux significatifs, ça peut ramener la dette publique allemande en ligne avec le reste du continent, et ça peut beaucoup aider la mutualisation de la dette qui est tout à fait nécessaire. Donc ça, c'est quelque chose qui serait essentiel dans le sens de se mettre dans un système plus équilibré. Et ça nous amène à considérer une chose très très importante qui concerne la mutualisation de la dette. Alors l'euro est quelque chose qui n'a jamais existé au monde, dans le sens qu'un système où on a la même monnaie, mais des fiscalités complètement différentes, normalement ça n'existe pas. Et si vous pensez à la naissance de l'euro, le marché a tout de suite s'est fait tout de suite l'idée que la dette européenne était mutualisée. Et il suffit de revenir à la création de l'euro pour se rendre compte que le spread grec, et la Grèce était de loin le pays le plus en difficulté en Europe, était essentiellement en ligne avec le spread allemand. Donc le marché, au début, s'est dit la dette de l'eurozone est mutualisée. Après, on a la crise de 2011, où essentiellement l'Allemagne prend une attitude de dire il n'est pas mutualisé du tout, chacun pour soi. Et vous avez le spread grec qui explose littéralement et qui passe de quelques basis points à 3000. Alors, ce qui arrive, c'est que la Grèce, qui était un pays relativement petit, à l'époque, le GDP grec était de 300 milliards d'euros, était suffisant, la crise grecque était suffisante pour précipiter l'euro dans la catastrophe. Et donc, Grexit était essentiellement inévitable. Et c'est alors que les Allemands ont changé d'avis et ont commencé à dire la dette est mutualisée en quelques mesures. On ne sait pas exactement dans laquelle. Et c'est pour ça que vous voyez les spreads européens qui varient énormément sur le temps, selon le sentiment du marché sur le degré de mutualisation. Prenons l'Italie, nous avons un spread qui arrive à 600 basis points en 2011, à un moment de baisse de crédibilité, et nous avons aujourd'hui un spread qui est de 60 et qui est plus bas que celui de la France. On ne peut pas continuer comme ça, et pour ne pas continuer comme ça, il faut mutualiser la dette. Pour mutualiser la dette, il faut avoir des dettes, des ratios dette GDP plus ou moins équilibrés, et donc la possibilité pour les Allemands d'investir d'une expansion fiscale significative est quelque chose à saisir qui est facilité par la volonté des Américains de ne plus payer pour la défense. Autre créneau, c'est l'énergie. Alors l'énergie est là, encore une fois, la puissance des États-Unis. Si je peux avoir la slide. Alors, premièrement, il faut partir du principe qu'on est encore dans un monde où l'énergie fossile domine. Peut-être demain ça changera, mais pour l'instant, c'est de loin la source la plus importante. Et dans ce sens, on assiste au miracle américain. Les États-Unis produisent aujourd'hui beaucoup plus de pétrole que l'Arabie Saoudite et beaucoup plus de gaz par rapport au Qatar. Et vous voyez la croissance de cette production.
Alors encore une fois, en Europe, on est dans une situation tout à fait pénible. On a renoncé au nucléaire, avec l'exception de la France, et il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a 93 centrales nucléaires, tandis qu'en France, il y en a 56, et en Chine, il y en a 52. Et nous, par contre, on est aujourd'hui totalement dépendant du pétrole, et d'un pétrole qui est fourni essentiellement, qui était fourni par la Russie, comme d'ailleurs le gaz. Et donc, il faut revenir massivement sur le nucléaire. Et encore une fois, occasion majeure pour de se remettre à un niveau de dette plus équilibré. Naturellement, nous n'aimons pas les tarifs. C'est quelque chose qu'en tant qu'exportateur, nous n'aimons pas. Et de ce point de vue, il faut disons, présenter aux États-Unis la situation réelle. C'est-à-dire que nous sommes excédentaires en ce qui concerne la manufacture, mais nous sommes par contre déficitaires en ce qui concerne les services. Parce que les États-Unis sont une économie plus développée, et donc les services qui sont plus difficiles à mesurer en tant que déficit trade les voient en position d'avantage, et ça, il faut le discuter et il faut le dire. Dernière chose, le privilège exorbitant. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce point de vue? Évidemment, les États-Unis ont une volonté farouche de le maintenir. Et pour l'instant, ils y arrivent. Par contre, il y a des signes, pour la première fois, des vraies difficultés dans ce sens. La montée de l'or et la création de stablecoins nous dit que le monde cherche une alternative. Alors, pour nous, Européens, est-ce que l'euro peut être une alternative? Probablement pas. Et pas seulement parce que le reste du monde ne va pas l'accepter, mais probablement parce que nous devrions ne pas le souhaiter. Par contre, avec une dévaluation du dollar qui continue sur les décennies, la politique européenne monétaire est simplement incompréhensible. Et je vais vous faire des exemples. Alors, essentiellement, nous, on a eu, avec Mario Draghi, une politique des taux zéro nominal et des taux négatifs réels importantes. Et à cette époque, rappelez-vous, on voulait créer de l'inflation. La mission à l'époque de la BCE, c'était créer de l'inflation, et on n'y arrivait pas. Et par contre, on pense aujourd'hui, avec une politique monétaire restrictive, d'abattre l'inflation. Comme on n'a pas réussi à la créer, on ne va pas réussir à la battre. L'inflation européenne est complètement dépendante du prix de l'énergie. Si vous surposez les deux graphiques, ils sont identiques. Et donc, il faut que l'Europe, avec son train démographique, adopte la solution japonaise, c'est-à-dire de taux zéro pour une période assez longue. Et dans ce sens, on pourra mieux contraster la dévaluation du dollar avec un euro plus faible dont nous avons désespérément besoin. Et c'est quelque chose que les États-Unis auront du mal à contraster parce que quand même c'est quelque chose qui tombe dans le domaine européen. N'oublions pas que dans le paradigme keynésien, c'est-à-dire politique fiscale et politique monétaire, la politique monétaire s'est toujours avérée plus efficace, simplement parce qu'elle est plus puissante, et cela est d'autant plus vrai dans le monde moderne où en Europe, presque tous les pays, comme je disais à l'exception de l'Allemagne, ont essentiellement terminé la possibilité de faire une politique, d'adopter une politique fiscale expansive. Donc je reviens au titre de la conférence, c'est-à-dire les États-Unis nous posent beaucoup de questions. Leur position peut ne pas nous plaire, ça c'est quelque chose d'acceptable, mais nous n'avons pas d'alternative. Donc il est impératif pour la classe dirigeante européenne de prendre acte de cette position, de ne pas se réfugier dans un monde de rêve où on espère que simplement les États-Unis vont changer d'avis. Cela, d'après moi, ne va pas arriver.
on ne peut pas considérer cette administration comme une exception de l'histoire. C'est-à-dire que moi, personnellement, je pense que le phénomène Trump est un phénomène qui a évidemment des caractéristiques assez particulières, mais c'est quelque chose qui est structurel. Ne pensons pas qu'avec la fin du mandat de Trump, les choses changent. Trump est la réponse à des déséquilibres structurels et substantiels qui vont rester. Et personnellement, je ne pense pas que les États-Unis reviennent dans le futur prévisible à la position d'auparavant. Donc vraiment, ma conclusion, c'est qu'il faut absolument que l'Europe prenne acte de cette nouvelle situation, de ce nouveau scénario, et accepte de redéfinir avec les États-Unis un nouveau pacte, un New Deal, qui essentiellement reconfigure la Pax américaine, parce que toute autre alternative de coupling pourrait pour nous être désastreuse. Merci à tous. Et je m'excuse parce qu'en fait, moi, j'ai appris les français sans l'étudier. Je l'ai appris à Chamonix, à la montagne, et en Corse, à la mer. Comme ça, mon français ne va pas être aussi bien structuré comme ceux de Luca. Comme investisseur, je vous donne 7 problèmes. Les États-Unis, aujourd'hui, ils ont une économie que ça veut 30. Aujourd'hui, on parle que de trillions, parce que la vraie richesse, c'est de trillions. 30. Le reste du monde fait 70. Eux, ils ont seulement 5% de la population mondiale. Ils ont clairement gagné. 5% de la population, 30 milliards. Ils ont 30% de l'économie. Mais au niveau des marchés, si aujourd'hui, s'il y avait avec nous M. Trump, il disait il faut acheter tous les États-Unis. Alors, tu achètes toutes les actions. Combien d'argent? Il faut avoir 60 trillions. 60. Après, tu veux acheter aussi toute la dette publique, toute la dette privée, la dette des maisons, la dette des usines. Il faut sortir une autre 60. Comme ça, pour acheter l'equity, les actions et les dettes, 120 trillions sur 30 d'économies. Une d'économie, 4 d'argent. Le reste du monde. Là, tu as 95% de la population mondiale, tu as 70% du monde, économiquement, et pour acheter tout l'equity dans le monde, chinois, allemand, Amérique latine, Japon, Luca aussi, parce qu'on parle de où est-ce que l'equity est basée, pas de le chiffre d'affaires. Et là, tu trouves que pour acheter tout l'equity au monde, il faut sortir 30 milliards. Pas beaucoup. Après, tu prends toute la dette japonaise, chinois, italien, la Grèce, Amérique latine, tout dedans, tu mets grosso modo 4,20. Comme ça, tu payes 110. Alors, 70 d'économie, 110 pour acheter la dette et l'equity. Tu payes 1,5. Pourquoi ça, c'est un souci? Parce que jamais dans l'histoire, tu as eu la plus grande économie qui, au niveau des valeurs, c'était 4 fois le reste du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 70% de l'argent au monde, c'est $1. Petit souci. Les dollars, historiquement, c'était une monnaie forte. Tu avais $1 et tu n'avais pas beaucoup de dettes. Aujourd'hui, quand vous prenez un billet de $100, derrière, il y a $150 de dette. Moi, je suis né à Camogli, à Portofino, à 2 heures d'ici. C'est comme la lira italienne. Il y avait 100 000 lire et 150 000 de dettes. C'est le même. Alors, si tu es la lira, on s'en fiche. Mais si, tu ne peux pas être la monnaie des réserves globales avec ce niveau de dette. Deuxième problème.
Aujourd'hui, avec cette imbalance macroéconomique qu'ils ont fait, ils perdent chaque année 2 trillions de dollars. Ils ont un chiffre d'affaires de 30. Si c'était géré par Luca, l'EBITDA, ils feront un profit de 6-7 trillions de dollars. Ils n'ont pas géré par Luca, ils perdent 2. Ils ont un EBITDA négatif de 2 trillions. Il faut les financer. Petit souci. Le reste du monde, ils ne gagnent pas 2 trillions. Ils n'ont pas l'argent. Et en plus, M. Trump, comme Luca le dit, il faut que les Allemands investissent. Si vous investissez chez vous, vous n'avez pas l'argent pour acheter une maison chez eux. En Middle East, j'ai l'impression qu'ils doivent investir un peu plus chez eux. Et l'argent qu'ils ont placé ailleurs, peut-être qu'ils vont les rappeler pour défense ou industrie ou l'argent. En Chine, là, tu peux qu'investir en Chine, tu n'as pas de choix. Japon, ils ont dit, vous investissez. Amérique latine, trop petit. Afrique, ils n'ont pas d'argent. Et les Russes, ils ont bloqué. À un moment donné, on a un souci. Il faut que chaque année, on trouve 2 trillions de dollars qu'on n'a pas. Et on a déjà tous, ici, dans la salle, 70% de dollars. Ce n'est pas qu'on ne l'aime pas, c'est qu'on a trop. Et alors, qu'est-ce qui s'arrive? D'abord, si tu es une banque centrale, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis né les années 71, quand il y a eu Bretton Woods. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Bretton Woods? Avant, tu avais de la monnaie, un papier, il y avait une chose réelle qui s'appelle or. Les Américains se disent, écoute, non, là, nous, on veut imprimer plus de billets. Cette relation, ça ne nous plaît pas. Mais quand je suis né, dans une banque centrale, il y avait moitié or, moitié papier. Aujourd'hui, il y a 25% or, 75% de papier, mais qu'est-ce qui s'arrive? Tous les banques au monde, ils arrêtent de refinancer les dollars. Ils achètent que de l'or. Les treasury, ils maturent, ils ne refinancent pas, parce qu'ils ont trop. Ils ont 30% de l'économie. Tu ne peux pas avoir 70% de ton argent dedans. Parce que, désolé, et je vous donne des exemples rationnels. Tesla, magnifique. Chiffre d'affaires, 100 milliards. Profit, 0. Ah, désolé, ils n'arrivent pas. Combien de voitures? 5 millions. Valorisation en bourse, 1500 milliards. Alors, 15 fois le chiffre d'affaires. Tu t'imagines si Luca, c'était 15 fois le chiffre d'affaires. Tu prends une société chinoise, BYD, il fait le même nombre de bagnoles électriques, 5 millions. Le même chiffre d'affaires, 100 milliards. Il fait du profit en Chine. Il fait 7-8 milliards de profit. La valorisation en bourse, 100 milliards. Une fois le chiffre d'affaires. On dit non. Alors, on a deux sociétés, même chiffre d'affaires, même numéro de voitures. Une fait un profit, l'autre ne fait pas. Ceux qui ne font pas, valorisation 15 fois le chiffre d'affaires. Ceux qui font du profit, une fois le chiffre d'affaires. Il ne faut pas être Warren Buffett pour comprendre c'est quoi c'est un bon investissement. Et ça, c'est une analogie pour vous expliquer qu'aujourd'hui, la marque, la brand des États-Unis arrive à un point tel où tu payes 3, 4, 5 fois plus pour le même argent qu'il y a dedans par rapport ailleurs. Et ça, c'est arrivé pour une question de raisons. D'abord, parce qu'eux, ils ont gagné surtout au niveau technologicien. Où est-ce que les États-Unis, c'est complètement différent par rapport ailleurs? Technologie. Ce n'est pas dans ton secteur, c'est surtout en technologie. Et ils ont aussi créé une technologie exceptionnelle, un peu subdole. ETF, les passifs. Ils ont rentré dans le monde, dans les poches de tout ce qui sauve l'argent, et ils ont dit, nous, on va investir en fonction de la taille.
Comme ça, aujourd'hui, ils ont pris beaucoup d'argent au reste du monde qui investit dans la taille, en disant, nous, on est la plus grande taille. Vous n'avez pas de la choix. Et c'est comme ça qu'ils se défendent de leur position. Aujourd'hui, 50% des actions au monde, c'est détenu par de la technologie américaine. Et quand eux, ils ont leur technologie, ils ne vont pas investir en Chine, en Europe, ils en vont chez eux. C'est évident. Alors là, pour moi, la raison pour laquelle on va, je crois, rebalancer ça. Parce que d'abord, aujourd'hui, il y a un autre souci. En Europe, l'argent qu'on a et l'argent qu'on prend par ailleurs, nous, on a 4 trillions d'épargne en plus. Ça veut dire, si le monde, il bloque toute l'Europe, entre nous, on a de l'argent. En Chine aussi, Japon aussi, aux États-Unis, c'est 30 ans que tous les investisseurs, ils gagnent plus à investir aux États-Unis qu'ailleurs, parce qu'il y avait plus d'entrepreneurs, plus friendly aux sociétés, aux boîtes qui font de l'argent, plus d'innovation, plus de mobilité. Et comme ça, ils ont tous augmenté aux États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils ont 30 trillions d'argent des étrangers placés aux États-Unis. C'est une fois l'économie. C'est énorme. Alors, si jamais la prochaine crise, soit l'Iran, soit je ne sais pas quoi, soit l'artificial intelligence, on aura une récession. Tu vois? La récession, c'est comme les mauvais temps. Aujourd'hui, il n'y a pas, mais il y aura. Si à un moment donné, les gens, les investisseurs commencent à enlever de l'argent aux États-Unis, ça peut être compliqué. Parce qu'eux, ils perdent 2 trillions chaque année, ils doivent les financer. Et en plus, tous, on investit que là-bas. Ça peut être comme être un peu tous à Dubaï à faire la fête, et à un moment donné, il y a un drone qui arrive. Et les avions arrêtent. Là, tu peux commencer. Comme ça, moi, je dis, comme investisseur, c'est important de diversifier, mais de comprendre cette position. Deuxième, pourquoi l'or, c'est très important? Les francs suisses, qui Luc a montré, il n'y a que 3 monnaies, pèse des papiers, qui n'ont pas de la dette dedans, derrière. Ça veut dire, tu as un billet, et derrière, un billet écrit, tu as un peu de ce pays, et derrière, il n'y a pas de la dette. C'est comme avoir un appartement sans mortgage derrière, tu vois. C'est franc suisse, 0 dette, Norvège et Singapour. Ce sont 3 tout petits pays. C'est pour ça qu'ils arrivent à gérer. Norvège pour les oil, la Suisse pour les systèmes, c'est un grand Monaco, on dit, et comme société aussi, et Singapour qui est arrivé à faire la même chose exceptionnelle. Tout le reste, il y a de la dette. Alors, clairement, si tu es un grand banque central, un grand investisseur, tu ne peux pas mettre tous en Norvège, Singapour et Suisse. Tu as 25 millions d'habitants, des personnes sur 8 milliards. Il faut investir sur quelque chose d'autre. Et si tu prends la relation entre les grandes sociétés américaines, les S&P 500, les 500 plus grandes boîtes aux États-Unis, l'or, ça veut dire l'argent pour payer. Tu fais en relation à 2 siècles, 1 siècle, 50 ans. Aujourd'hui, les prix de l'or doivent être identiques au prix de l'S&P. Aujourd'hui, tu vas acheter l'S&P, ça coûte $7 000. L'or doit être $7 000. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça veut dire qu'en valeur relative, c'est mieux d'avoir un peu plus d'or que de risques de boîtes américaines. Et la raison, c'est simple, parce que la monnaie de l'S&P, toute cette valorisation, tous ces milliardaires trillionnaires aux États-Unis, c'est parce qu'en fait, eux, ils ont créé 20 trillions de dettes il y a 20 ans. C'est plus les États-Unis de Reagan, c'est plus les États-Unis des années 70. Ça, c'est évident. Et c'est pour ça que j'ai dit, comme investisseur, c'est vrai qu'ils ont gagné au niveau des prix presque trop. Voilà.
Et maintenant, je crois que le président nous a dit qu'il faut qu'on fasse une conversation entre nous. Alors moi, je commence et je te demande, Luca. D'abord, je suis ici surtout parce que Luca m'a dit il faut que tu viennes absolument parce que ça va être une grande soirée. Merci de nous accueillir. Et Luca, avec ta vision industrielle, commerciale des brands au niveau global, qu'est-ce que tu penses ça va être l'impact de la crise déjà pour ces 2 semaines, si ça dure encore 1, 2, 3 mois, ou si ça dure 2, 3 ans, parce qu'en fait, on ne sait pas. Donc Iran et l'impact du pétrole sur l'inflation. Et je dis, Luca, c'est le seul industriel qui comprend plus de finances chez nous. Quand on est à Milan, on fait dîner avec tous les CIO, Luca arrive et tous les autres prennent des notes. C'est le seul industriel qui nous bat. Comme ça, je suis intéressé pour ta vision. Alors, je pense que l'analyse qu'on fait du Moyen-Orient doit changer parce que 2 choses qui ont été vraies pendant des décennies changent. Le premier, c'est que si on regarde le Moyen-Orient, on a toujours eu la vision Shia-Sunni. Donc l'Iran Shia, et le reste du Moyen-Orient en prévalence sunni. Le niveau de sécularisation qui arrive au Moyen-Orient est tel que cette division n'est pas aussi importante qu'elle était dans le passé. Il suffit d'aller à Abu Dhabi. Si vous y allez, vous voyez le Louvre qu'ils ont ouvert, mais à côté du Louvre, vous voyez 3 églises, une mosquée, une synagogue et une église catholique, toutes de la même hauteur, avec le même matériel. Donc le message est très puissant, on veut se séculariser, et donc je pense que ce qui se passe en Iran a moins à voir par rapport au passé qu'avec cette division sunni-shia. L'autre chose qui change beaucoup, c'est que historiquement, on n'avait jamais eu une situation où il y a une alliance de facto, pas déclarée, mais très réelle, entre l'Arabie Saoudite et Israël. Donc ils sont sur la même ligne, ce qui n'est jamais arrivé historiquement. Alors, d'après moi, ce qui arrive en Iran aujourd'hui, c'est la conséquence d'une situation où le monde arabe est prêt à sacrifier le seul État qui ne s'aligne pas avec les valeurs occidentales. Et de ce point de vue, tout le monde est d'accord, dans le sens que les États-Unis ont attaqué, Israël a attaqué, et l'Arabie Saoudite a appuyé cette attaque. Naturellement, il faut que cette attaque produise un effet, donc il faut arriver à résoudre le problème iranien. Je crois que résoudre le problème iranien demandera beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de temps par rapport à ce que les États-Unis ont pensé d'employer. Alors, la réponse à la question, la réponse logique devrait être que la guerre va durer longtemps, parce que pour arriver à une solution, il faudra un emploi de moyens et du temps considérable. Par contre, je crois que la pression aux États-Unis est trop forte pour que la guerre dure. Dans le sens que la pression des mid-term et la pression aussi du coût aussi de la guerre est telle qu'ils vont essayer bientôt de s'arrêter. Ce qui laisse un problème ouvert, parce qu'à ce moment-là, on aura un pays qui, naturellement, très affaibli, mais quand même très fort, comme l'Iran, qui va rester un problème. Donc, je pense, la prévision est que ça va pas durer longtemps. Je suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle. Et avec ça, il y a du vrai downside sur le marché. Ça veut dire que il y a 15 ans que les marchés ont été drogués. Il y a la crise Lehman. Les États-Unis, pas de soucis. On met l'argent dans les banques, de l'argent partout. Après, il y a Covid. Quelle meilleure excuse pour un politicien de dire qu'il y a une guerre
contre un microbe, le pauvre. Ils voulaient que survivre. Et en fait, ils ont ouvert l'argent de poche et ils ont acheté des votes. Et aujourd'hui, une autre guerre, magnifique. Les Européens, ils disent, on donne de l'argent pour acheter de l'essence. Et il y a un coût pour nous, Européens, et pour les Asiatiques. Parce que la Banque centrale ne peut pas créer du pétrole. Il ne peut que faire de la monnaie faux, du papier. Et à un moment donné, les papiers, il faut les repayer. Sinon, tu fais la graisse, tu pètes. Et ça veut dire que les risques sur les marchés sont élevés. Parce que soit l'inflation, soit la dette, si tu as raison, vont augmenter. Qui n'est pas une belle nouvelle. Voilà. Et le fait que les marchés, les jours de la guerre, sont montés, je ne sais pas ce qui arrive au monde, mais c'est vraiment des gens qui ne sont pas rationnels. Comme ça, je dis, la position, ça me ressemble être un peu pas rationnel. Comme ça, je dis, faites attention. Ce n'est pas le moment de faire... tu vois, les vrais héros sont les militaires. Nous, c'est mieux qu'on reste un peu en relax. Moi, j'ai une question pour David. Alors, David est très, très long sur l'or, dans le sens qu'il considère que le pourcentage d'or détenu par la Banque centrale est loin du niveau d'équilibre, ce qui envisage un retour indirect à Bretton Woods d'une certaine manière. Donc on y arrive indirectement. Et il est aussi très très critique, c'est une critique que je partage entièrement, sur les cryptocurrencies. Dans le sens que nous on considère que c'est une escroquerie essentiellement et que les cryptocurrencies devraient être interdites parce que la possibilité d'émettre de la monnaie, c'est la base de l'État moderne. Donc, il faut l'interdire. La question est, quelle est ton opinion par rapport aux stable currencies, qui sont un peu différentes, et quel est le futur que tu vois pour ces monnaies? D'abord, si j'avais un croyant pour rétablir l'imbalance macroéconomique, je demanderais à la deuxième économie du monde, la Chine, d'ouvrir son capital account. Aujourd'hui, moi, je gère 40 milliards de dollars, je ne peux pas acheter les vrais renminbi. Je peux acheter les renminbi fake à Hong Kong. Désolé, je veux les vrais. Et je ne peux pas. Alors, si les renminbi, il devient monnaie fully convertible, ça veut dire qu'on peut acheter et vendre en liberté, il va rebalancer. Ça va être négatif pour le dollar, neutral pour l'euro, parce que nous, on a un poids comme monnaie égal à notre poids économique. OK, plus ou moins, ça ne va pas être un souci. Mais ça va être enlever de l'argent des États-Unis par rapport à la Chine. Deux chiffres qu'il faut tenir dans la tête. 80% de l'or qui existe au monde, ils sortent de la Chine. Ils viennent physiquement de la Chine. La Chine, c'est comme l'Iran et l'Arabie saoudite pour le pétrole. Historiquement, eux, ils vendent de l'or, parce qu'ils ont besoin de l'argent. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait la Banque centrale? Elle avait 5 trillions de US Treasury, aujourd'hui il y en a 1, et ça va être à 0. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils tiennent leur or. Ils n'achètent pas. Ils sortent du... Si tu es pris, quand tu sors de la Chine, et tu as plus de 10 grammes d'or qui ne sont pas les tiennes, capital. Tu peux sortir avec tous les papiers que tu veux, mais pas avec de l'or. Je crois que le message, c'est évident. Deuxième, l'or, si les banques centrales reviennent à 50%, que c'est la moitié. Moi, je trouve que moi, si j'étais banquier central, j'aurais 50%. L'Italie a plus or comme pourcentage du GDP dans le monde, 10%, comme la Suisse et l'Allemagne. En fait, c'est un truc donné par la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis, 3. Chine, on ne sait pas. Mais moi, à un moment donné, la Chine, ils sont déjà en train de le faire, ils veulent rebasculer. Tu trades avec moi, on fait un renminbi. Et à un moment donné, ils vont dire, nous, on a les mêmes or que les États-Unis.
Tu vois, aujourd'hui, les militaires, ils se comptent pour combien de bateaux, avions, trucs nucléaires qu'ils ont. À un moment donné, la Chine va communiquer, nous, on a la même quantité d'or que les États-Unis, on a une devise qui a la même valeur que vos dollars. Je suis convaincu de ça. Et ils vont dire, si vous tradez avec moi, vous pouvez trader en renminbi. Et c'est quoi la grande différence? Si moi et Luca, on fait un deal en dollars, deux Italiennes, Monaco, Londres, je ne sais pas quoi, nous, on trade avec la loi américaine. Ça veut dire qu'un juge américain, une police américaine, les ministres des Finances américains peuvent venir à Monaco, en Italie, et dire « Ah là là, là c'est illégal ». C'est extraterritorialité. En renminbi, ils s'en fichent. Si tu es un Chinois, tu as un problème. Si tu n'es pas Chinois, pour eux, deuxième classe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'emerging markets et des pays au monde qui, s'ils ont le choix, ils préfèrent trader en renminbi à rapport d'un dollar. Crypto. Crypto, c'est faux. Parce que moi, je dis, si tu habites en Iran, Nord-Corée, Corée du Nord, peut-être en Cambodge, surtout en Venezuela, tu n'as besoin. Tu ne peux pas faire sortir l'argent. Il te tue. Tu fais n'importe quoi pour te sauver. Mais personne d'autre n'a besoin. Et ce n'est pas un système de moyens de paiement. Stablecoin, c'est un système de moyens de paiement. Au lieu de payer 2% la banque, 2% Visa Mastercard, si tu as $100, tu vas à l'étranger, stablecoin, ça coûte moins. C'est de la technologie, ça. Ce n'est pas monnaie. Tu tiens ton dollar, tu tiens ton euro, tu tiens ton renminbi, et tu achètes, mais tu ne payes pas banque, exchange rate, Visa, Mastercard, les trucs locaux et machin. Comme ça, pour moi, stablecoin, c'est une technologie des coûts. Monnaie vraie. Et une monnaie, c'est quoi? C'est un papier qui a derrière une constitution et une armée qui peut défendre ce papier. Crypto n'a pas d'armée, n'a pas de constitution. Ce n'est pas monnaie. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ça ressemble à l'art moderne. Chacun son prix. Magnifique. Mais ce n'est pas monnaie, évidemment. Pourquoi ils ont appelé l'art moderne currency? Là, c'est une question légale. Si vous voulez faire du money laundering ou du money recycling, moi, je peux vous vendre ça pour $100 millions. Tu l'achètes, tu vois, comme le mec qui a pris la banane, l'a mis au mur, elle a vendu 10 millions, après l'a mangé, et personne ne peut te rien dire. Les moments qu'ils ont fait cette asset class comme la banane, qu'ils appellent cryptocurrency, tous les régulateurs au monde disent « Moi, je ne règle pas les currencies, ce n'est pas un métier à moi ». Et comme ça, ils ont arrivé à créer un truc de malhonnête. En fait, en Chine, c'est complètement interdit. Ils ne sont pas stupides, hein, les Chinois. Et c'est pour ça que je trouve que ce n'est pas une monnaie. Oui. Je suis totalement d'accord et ça, je pense, ça nous permet de dire qu'on a en Occident trop de tolérance pour ce phénomène. Nous, c'est évidemment une conséquence du vieillissement de la population, mais on tolère trop de choses. Alors, les crypto-monnaies, il faudrait les interdire, pur et simple, ou empêcher la circulation. Et par contre, nous, on est de plus en plus en position d'esprit d'accepter n'importe quoi. Et c'est pas comme ça que l'Europe s'est fait, c'est pas comme ça que l'Occident s'est fait. C'est vraiment le moment de dire il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. Et ça, je ne le vois pas arriver. Là, vous savez, des pays comme la France, vous le voyez, le niveau de polarisation politique, le niveau d'acharnement est là, mais la perte d'autorité de la politique est vraiment quelque chose qui nous inquiète beaucoup, je pense, dans le monde d'aujourd'hui. Pour moi, surtout, vous voyez, on a eu les 9/11 aux États-Unis, avec $120 000
Ils ont tué 4000 personnes. C'était la pire perte de vies humaines après Pearl Harbor, avec rien, 120 000 $. C'est un bagnole ici, tous les bagnoles dégarés ici sur la place, c'est plus, c'est un bagnole. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait aux États-Unis? Ils ont fait les ring fencing, Patriot Act, FATCA, ils ont tout réglé. Aujourd'hui, vous remplissez des papiers, réglementation bancaire, contrôle de tout pour 120 000 $. Avec ces terroristes qui ont fait cette attaque ignoble. Bien. Alors, et aujourd'hui, les États-Unis et nous, comme Européens, on permet d'avoir 1 trillion, pas 120 000 $, 1 trillion d'argent où on ne connaît rien. La raison pour laquelle moi j'étais toujours très très négative, j'ai dû quitter les réseaux sociaux parce que j'ai reçu des death penalty, des gens fous, c'est qu'à Londres, je finance les orphelinats des jeunes italiens. Londres, il y a 500 000 Italiens. J'ai vécu à Londres 25 ans, je suis citoyen anglais en plus. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Toutes les fois que j'ai parlé à la police pour les orphelines, pour les jeunes qui rentrent dans la drogue, c'est une catastrophe. Il m'a dit, tu vois, quand nous on pique les mecs, les mules, qui ramènent la drogue les derniers mètres, 70% des fois, il paye, il prend son argent de poche avec un ATM Bitcoin. Parce que le mec, il ne passe pas à la banque. Parce que nous, aujourd'hui, si tu as du vrai papier, on prend la banque, on te trouve. Les mecs qui ont les vrais argent disent, OK, on va payer tous les derniers avec des cryptos. Les mecs qui ont fait l'attaque en Russie, au théâtre, qui ont tué 150 personnes à Moscou, ils étaient payés comment? En Bitcoin, en crypto-asset. En Russie aussi, ils ont compris ça. Alors, moi je dis, comme civilité et démocratie, si on veut protéger notre enfant, notre stabilité, ce qui y a derrière de l'argent, qui c'est la base de la démocratie, il faut interdire complètement ce truc. Rien à voir avec la technologie de payer moins avec ta carte de crédit, avec ton compte courant bancaire correct, les taxis, la chambre, les bidules, parce que là, les banques, ils n'ont rien fait pour 30 ans. Ils ont une technologie, ils n'ont rien changé. Mais il y a de nouvelles banques qui arrivent, font de la compétition, et on doit favoriser la compétition parce que c'est un truc de transaction. Quand moi je paye Aperol Spritz que j'adore au thon cognac, les bars qui vendent lui, lui fait un super marge. Mais les bars font une marge de 7-8%. Et moi, si je paye avec American Express, je prends 3 de 7-8. C'est incroyable, c'est fou, c'est pas correct. Le mec doit travailler, faire, avoir, tout. Comme ça, je trouve qu'il y a une partie des finances qui fait trop d'argent sans rien faire. Et là, la compétition doit être violente. Rien à voir avec les criminels qui utilisent les cryptos pour financer. Tu vois, il y a 70%, tous les trucs nord-coréens, Cambodge, tous les vrais crimes, tu vois, ceux qui vendent les organes, c'est ça. Tous les narcotrafics aujourd'hui. Les narcos, ils ont compris pourquoi avoir une banque. On fait tout en crypto. C'est incroyable. Gianluca, quelques questions du public? Mesdames, Messieurs, qui souhaiteraient poser une question? Bonsoir. Qui peut supprimer les crypto-monnaies? Alors, c'est très simple. Soit en Europe, eux, ils n'ont pas. Tu ne dois pas avoir le droit de remettre l'argent dans un système réglé bancaire. C'est tout. C'est comme si tu achètes une banane au mur.
Comme ça, les régulateurs bancaires peuvent. Ils disent, tu ne peux pas remettre de l'argent crypto dans les systèmes avec lesquels tu peux vivre. Deuxième, si je suis le ministre des Finances, si tu as un crypto, je te mets un impôt de 90%. Voilà. C'est relativement simple. C'est immédiat, en seconde. C'est évident que aussi, quand vous regardez ce qui a financé les plus grands financements des démocrates et des États-Unis, c'était cette criminelle SBF. Il y a 600 membres du Parlement aux États-Unis. Lui, il avait financé 400. En fait, si tu n'es pas financé par lui, tu avais un problème. Parce que toute la salle, elle était payée. Et lui, c'était un crypto guy. Il a fait une fraude de 12 milliards. C'est pire que Madoff. Alors, clairement, il a acheté tous les congrès aux États-Unis. Ce ne sont pas être les États-Unis qui vont changer. Pourquoi les États-Unis poussent les crypto-assets? Parce qu'ils ont dit, tous les criminels du monde, vous pouvez acheter des cryptos et les vendre aux États-Unis, mais à fait qu'après, quand vous rentrez aux États-Unis, vous achetez des treasuries. En fait, c'est les ministres des Finances qui financent un peu de la dette. C'est l'acte de desperation. C'est les pays qui a fait le plus pour inviter les Noirs, les terroristes et les criminels, qui aujourd'hui, pour vendre quelque chose, il est prêt de faire une industrie de bananes sur le mur, n'importe quoi. C'est un peu triste. Donc c'est très intéressant tout ce que vous avez dit et vous avez évoqué 2 fois le Cambodge. Alors quel est le rôle exact du Cambodge? Moi j'ai travaillé au Cambodge pendant 10 ans dans le domaine de la culture. C'est un tout petit pays très pauvre. Mais à côté de cela, par exemple les casinos, bon, c'est quelque chose qui m'a surpris parce que je travaillais sur la frontière avec la Thaïlande. Et donc j'aimerais que vous nous donniez un peu plus d'informations sur le rôle du Cambodge. Alors, je ne suis pas un expert. J'étais 2 fois comme touriste. Mais il y a un souci. Les plus grandes fraudes faites crypto, Internet, les plus grandes usines de fraude cyber, ils sont basés en Cambodge aujourd'hui. Ils ne sont pas gérés par des Cambodgiens nécessairement. Il y a beaucoup de Chinois et beaucoup de Nord-Coréens. Alors là, c'est une question de localisation. Je crois que peut-être qu'ils étaient très pauvres. Les militaires chinois ou Corée Nord voulaient faire de l'argent et ils ont localisé cette usine. J'ai vu beaucoup aussi des violations des human rights. Il y a des gens qui travaillent là-dedans qui ne veulent pas vraiment travailler là-dedans. Tu rentres dans l'usine, tu n'arrives plus à sortir. Et voilà. Et je dis ça seulement parce que les US Treasury a identifié ce qui a fait 70% de cybercrime, tous les spams que vous recevez, l'email, ils te piquent les codes de la banque, les trucs, machin. C'est plein de gens plus âgés au monde qui se font avoir avec un monde digital. Et cette industrie, ça vient de là. Les hacking vrais, ça vient de la Corée du Nord. Ça, c'est quand ils veulent rentrer directement dans la banque. J'ai l'impression que la Cambodge, c'est un peu, si tu n'es pas un top hacker et tu fais cette scam, c'est l'industrie des scams. Voilà. La culture, c'est magnifique. La nature. Bonsoir. Vous avez parlé de l'Iran tout à l'heure. Le contrôle du pétrole du Venezuela et peut-être celui de l'Iran par les États-Unis, vous pensez que ça va avoir quel impact sur la Chine, sur l'économie de la Chine? Mais personnellement, je pense que, évidemment, la Chine n'aime pas ce qui est en train d'arriver parce que ça diminue la potentialité d'un fournisseur. De là à dire que les États-Unis vont avoir le contrôle du pétrole iranien, c'est très loin. Donc, même si les régimes tombent, c'est qui n'est pas, disons, à l'ordre du jour aujourd'hui. Après, le pétrole se négocie librement et donc je ne vois pas un impact substantiel de ce point de vue.
Tout d'abord, merci pour ces deux exposés très brillants. Je dois dire que j'ai peut-être été un peu perdue à certains moments, mais en tout cas, c'était très intéressant. Si j'ai bien compris, vous avez démontré que la valorisation de l'économie américaine est en fait repose sur des fondements qui sont un peu falsifiés aujourd'hui, et notamment qu'elle était due à la taille de ces entreprises gigantesques et aussi de l'avancée technologique. Aujourd'hui, en Chine, vous avez notamment cité BYD, en Chine, il y a aujourd'hui de très grandes entreprises, je pense, dans le domaine de la high-tech et de l'intelligence artificielle, qui commencent à se placer au numéro 1 mondial. Est-ce que ça ne va pas faire à un moment ou à un autre basculer justement la valorisation et notamment l'intérêt d'avoir des renminbi par rapport au dollar américain? Est-ce qu'on peut l'entrevoir à une certaine moyen terme ou beaucoup plus loin ou pas du tout? Excellente question. Dimanche, je prends un avion, je fais 2 semaines onshore, Chengdu, Shenzhen, Guangzhou, Pékin. Et la raison, c'est que moi, j'étais pour 4-5 ans sur la bilatérale d'État business Angleterre-Chine. À Londres, ils avaient besoin, il y avait 7-8 Anglais, après il y avait besoin d'un Italien, un Français, d'un Allemand, pour dire que nous, on était l'Europe. Et moi, j'étais l'Italien dans les groupes. J'ai développé beaucoup de liens et je vais rencontrer tous les fondateurs, pas les managers, pas l'investisseur, les fondateurs de les 20-30 grandes usines américaines, chinois. Xiaomi, BYD, Baba et tout ça. Donc ça, c'est à moi que je prépare, je dois étudier, parce que nous, on ne peut pas investir facilement. Par Hong Kong, oui, mais pas direct. Mais je veux apprendre. Toute l'analyse que je fais avec les données, aujourd'hui, sur Artificial Intelligence, la Chine fait les mêmes 99% à 10% du prix. Oh là là. 2. La Chine va produire 5 fois les STEM, Science, Engineer, Mathematician, au monde, 5 fois plus dans les 20 prochaines années. Et après, c'est une question des calculs, d'énergie et des données. Alors je dis, écoute, vous avez 5 fois plus de brain, plus d'énergie, données en Chine, vous faites ce que vous voulez. Ça, aujourd'hui déjà, ils sont 90% là, à 10 ans, ils vont gagner. Deuxième, la Chine, c'est un pays d'ingénieurs, créé par des ingénieurs, géré par des ingénieurs. Et AI, ce n'est pas un truc Leonardo da Vinci, tu vois, ce n'est pas de l'art, c'est un logiciel puissant. Mais si je dis, s'il y a une technologie des ingénieurs et mécaniciens, vont gagner les Chinois ou les Américains, qui sont un pays d'avocats, et des gens qui vont faire du fric. Moi, je dis, ça va être les Chinois. Alors, évidemment, personne ne peut avoir confiance dans les données. Parce que nous, on croit aujourd'hui que nos données sont safe, sauf les États-Unis. Je crois qu'il n'y a personne aujourd'hui en Europe qui croit ça. Tu vois, la Suisse n'a pas payé Palantir. Les militaires suisses, ils ont dit à Palantir, ah, bravo, bravo. Ouais. Si tu es normal et tu prends Palantir, il faut aller chez les psychologues. Et comme ça, à un moment donné, je trouve que nous, en Europe, on aura besoin de notre infrastructure pour notre donnée. Après, tu peux prendre un logiciel chinois ou américain pour faire ton analyse. Mais c'est une question, les données, tu peux les tenir chez toi. Tu vois? Après, quel logiciel, software, mais pour moi, eux, dans cette donnée, vont gagner. Après, c'est une question, est-ce qu'ils veulent gagner argent? Ce n'est pas leur but de gagner. Ils veulent gagner code des marchés et influence. Est-ce que ça va être positif ou pas? Je ne sais pas. Je vois que les plus hautes, deux des plus grandes sociétés américaines, le Head of Research, c'est un Américain chinois. Il m'a dit, moi, une soirée, j'ai pris une belle bouteille de Tignanello, moi, je ne pas trop. Lui, les Chinois ne tiennent pas l'alcool.
Après 2-3 verres, il était relax. Et je lui demande, mais ton meilleure équipe, ils sont où? Dans un monde idéal, toi, c'est qui tu prends? Il m'a dit, moi je prends absolument mon équipe chinoise, mais je ne peux pas le dire, sinon ils vont me virer. Voilà, ça c'est quelque chose que dans l'industrie, tout le monde connaît. En méta, 80% de tous les ingénieurs en OpenAI, Meta et tout ça, ils ont des brains européens ou chinois. Ce n'est pas une question de brain, toi. Les États-Unis, ils n'ont pas un comment ça s'appelle, monopole de brain. C'est donné par Dieu. C'est un peu partout. Bonjour, buonasera. C'est une question pour les deux, s'il vous plaît. Entre une overrated America et une Chine qui va nous bouffer, quel est l'espace de l'Europe pour Luca et pour vous? Alors, je pense que l'espace de l'Europe peut exister si on fait ce qu'on a dit, c'est-à-dire si on mutualise la dette, si on accepte d'avoir plus ou moins le même niveau de dette sur GDP à travers les pays européens, si on fait une politique monétaire expansive qui puisse compenser la chute démographique qui est un vrai problème, et donc, si on passe évidemment d'un point de vue politique d'un ensemble d'États à une fédération. Si ça n'arrive pas, et je ne suis pas très optimiste sur ce point, le destin de l'Europe est d'être marginalisé comme c'était le cas sur le dernier 50 ans. Moi, je réponds au niveau financier. D'abord, j'adore les entrepreneurs, parce qu'en fait, c'est des gens qui risquent. J'étais jeune, j'étais aide guide alpine. Ça, c'est un travail beaucoup plus risqué avec les changements climatiques. Alors d'abord, je trouve qu'en Europe, on a perdu la capacité de prendre du risque. C'est dramatique. N'importe quel pays, on a une classe de bureaucrates et de politiciens qui disent « prenez pas de risques ». Les risques, c'est la plus belle chose de ma vie. Je me suis marié il y a 30 ans, j'ai 4 enfants, c'était un risque énorme. Oui, c'est un risque énorme. C'est bien passé. J'adore faire de la peau de phoque. Il y a du risque, oui, mais c'est une des choses plus jolies au monde. Alors, si tu es en société où les politiciens embauchent des bureaucrates qui te disent pas de risque, pas de risque, pas de risque, pas de risque, nous après, qu'est-ce qu'on fait? On perd les meilleures têtes. Les meilleurs entrepreneurs vont à l'étranger, les meilleures entreprises, ils investissent ailleurs, et c'est évident qu'après, pour nous, il n'y a plus d'espace. Nous, qui ont été les continents qui ont pris le plus de risques du monde. Alors là, je trouve que d'abord, il ne faut pas être hypocrite. Si tu ne risques pas, tu ne gagnes pas. Pas plus compliqué que ça. Et je trouve qu'en Chine, ils ont une capacité de risquer qui c'est fou, presque trop. Il y a une compétition qui c'est 5 fois plus pire qu'aux États-Unis, entre Chine. Aux États-Unis, le même système. Il y a un système de compétition exceptionnel. Chez nous, c'est tous les 6 politiques. Une comme l'autre. Moi, je suis chrétien, je suis Boy Scout, ça va. Mais à un moment donné, au niveau industriel économique, il faut prendre du risque. Aider les boîtes, aider les entrepreneurs, aider les gens à prendre plus de risques. Dire, ça va. Et j'insiste sur la démographie. Alors, l'Italie est vraiment dans un état pénible, point de vue démographique. Je vais vous donner des chiffres. Le taux de naissance en Italie est à 1,17. Alors, pour maintenir le niveau de population, il faut que chaque femme ait 2,1 enfants. En réalité, ces ratios est basé sur la vie moyenne actuelle, c'est-à-dire ça n'incorpore pas le progrès de la médecine dans le futur. Et on a des estimations de Goldman Sachs fiables qui disent que ça sera plutôt 1,7, 1,8. Mais c'est quand même très très loin d'1,17. Les femmes italiennes accouchent pour la première fois à 33 ans. Donc c'est
vraiment, avant, vous vous rappelez, il y a 30 ans, 40 ans, à 33 ans, on considérait que c'était bien au-delà de la limite pour avoir un enfant. Et l'italien moyen, l'âge moyen en Italie est 47. Donc, pour corriger cette démographie, il faut, alors évidemment, il faut stimuler la démographie, mais les résultats, on les verra sur 25 ans, 30 ans, parce que ces gens-là vont rentrer dans le monde du travail dans 20 ou 30 ans, même si on arrive à stimuler ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors la solution est une immigration massive. Les pays européens ont besoin chacun de 2-3 millions de personnes additionnelles par an, naturellement qui viennent des bons pays, qui soient sélectionnés. Nous, on a cette notion en Europe que l'immigration est pauvre et mauvaise et vient de l'Afrique. Il y a de la bonne immigration de l'Afrique, mais il y a beaucoup de pays qui pourraient fournir des immigrés capables qui aimeraient venir en Europe. Et là, on a un problème politique parce que dans n'importe quel pays européen, si vous voulez perdre les élections, vous devez dire qu'il faut augmenter l'immigration. Ça, c'est la recette sûre. Et donc, avec une population qui pense comme ça, il est quasiment impossible de corriger un défaut démographique qui est vraiment le vrai problème de l'Europe. Parce que quand on perd la population, on peut faire n'importe quoi, mais une population âgée a encore moins envie de risquer. Moi, nous on a une très petite société. Ça, c'est évident sur les chiffres. Après, vu que j'ai étudié chez les jésuites, il faut dire qu'est-ce que tu fais. Alors moi, c'est 15 ans. En fait, on est né il y a 20 ans comme société, comme ça. Depuis que j'avais un peu d'argent, je dis, OK, j'ai 4 enfants, j'ai bien compris comment ça marche. Et ma contribution, très limitée. Alors j'ai dit, OK, nous, on paye notre femme une année, tous les salaires, 100%, et une partie du bonus de l'équipe dans laquelle ils travaillent. Je peux vous dire, à Milan, j'ai 2-3 femmes de 30-32 ans qui ont déjà au 3e enfant. Et j'ai compris, c'est une question économique. Pourquoi? Parce que mon frère, il y a 10 ans, m'appelait. Il m'avait dit, écoute, j'en ai 2. Est-ce que tu veux adopter une 3e? Je dis, non, j'en ai déjà 4, ça suffit. Non, moi, je ne peux faire une, mais c'est toi qui dois payer. En fait, j'ai compris. Ce n'est pas que les femmes italiennes ne veulent pas faire des enfants. Ils sont normales comme toutes les femmes, mais ils n'arrivent pas à faire travail et gérer les comptes. Comme ça, je trouve qu'en fait, si demain, je suis chef militaire, c'est mieux de protéger la femme, parce qu'il peut faire l'enfant, et comme ça, on rebascule un peu de cette, problème. De l'autre côté, j'ai eu beaucoup de pression dans ce monde où n'importe quoi, liberté, tout ça, bidule, parce qu'après j'ai dit, écoute, il faut que quelqu'un paye, et l'entreprise doit continuer à travailler. Et j'ai limité les congés des hommes. À un moment donné, j'ai dit, écoute, je peux faire que mon mieux, et ce que je comprends. Je ne suis pas parfait, mais comme ça, je peux vous dire que nous, on n'a plus d'enfants. Et notre moyenne société, l'âge moyen, c'est 35, au niveau global. En Italie, 33. Et si je vois combien d'enfants on a, je dis, on fait un bon travail. Comme ça, si toutes les entreprises commencent à payer les femmes à faire des enfants une année, pour moi, on n'aura plus d'enfants. Parce qu'il peut payer la babysitter, il peut avoir des soucis, et quand il rentre, il doit faire le même travail. Après, je dis toujours, ça n'arrive pas... Normalement, tu sais quand tu as un enfant, si j'ai bien compris. Comme ça, la femme aussi, dans l'équipe, peut s'organiser, et tous, on a le temps. Pour moi, c'est une question culturelle. Et pour ne pas toujours parler de l'Italie, parlons de la France. Alors, la dette italienne est 130 sur GDP, mais cette dette, elle est résultat
cumulatif de 60% de surplus primaire depuis la fin de la guerre. C'est-à-dire que la dette italienne est faite par des années qui ont eu un surplus primaire et après des années qui ont eu un déficit et beaucoup d'intérêts qu'on a payés. Par contre, la France, depuis la fin de la guerre, n'a jamais eu une seule année un surplus primaire. Ça ne s'est jamais produit. Et dans une situation comme ça, on dit aux Français qu'il faut augmenter l'âge de la retraite à 62 et ils n'acceptent pas ça. Et donc aujourd'hui, vous avez quelqu'un, si quelqu'un né aujourd'hui a une très bonne probabilité de vivre jusqu'à 110 et il a toujours dans son esprit de commencer à travailler à 25 et de prendre sa retraite à 60. Donc de travailler 35% du temps et d'être maintenu par quelqu'un d'autre pour 65. Ça ne marche pas. Au niveau financier, je suis plus inquiète. Parce que l'Italie a une dette publique de grosso modo 3 trillions. Mais 2, c'est détenu par des Italiens. C'est un peu comme moi et ma femme. Tu vois, c'est une famille. Tu payes l'autre l'impôt. En plus, il y a quelqu'un qui prend un peu d'impôt. En France, il y a une dette un peu 2 trillions et demi, mais les Français, ils détiennent moins que 250 milliards. Le reste, c'est payé à quelqu'un d'autre. Un investisseur allemand, américain, japonais, je ne sais pas quoi. Comme ça, quand eux, ils paient des intérêts, ce n'est pas une famille. C'est une perte. C'est comme payer des logements ailleurs. Et là, je crois que ça va être chaud. Parce que c'est pas, il ne faut pas être tu vois, Einstein à comprendre que tu restes 40 ans à la retraite et tu payes 30 ans les fonds. Avec une démographie négative. Voilà. Et je crois que tout le monde comprend ça. Hein? Ça suffit. Et la France est toujours très respectée, parce que si on regarde les chiffres, l'Allemagne a 70% de dette sur GDP, la France a 115% avec un train désastreux, et seulement 60 basis points de différence. Ça veut dire que la France a encore un crédit tout à fait remarquable qui est en train de se détériorer très très rapidement. Le fait qu'aujourd'hui le spread italien soit plus bas du spread français, c'est quelque chose qui, s'il avait été dit il y a 20 ans, tout le monde aurait rigolé. Donc la France doit faire très attention à la direction de ses finances publiques. Messieurs, un grand merci pour votre intervention. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à poursuivre les discussions autour d'un cocktail dans la salle du fond.